En plus d'être le release manager d'API Platform, donc globalement c'est moi qui vais gérer le projet open source, qui a été initié par Kevin Dinglas, et je travaille dans la même société que lui, la coopérative d'Ethiel. Vous pouvez retrouver pas mal de mon boulot sur GitHub. Et du coup, Ethiel, je suis CTO ou directeur technique, je fais pas mal de choses, et notamment beaucoup de consulting, de coaching, de formation, de choses comme ça. Nous, on est experts de tout ce qui touche au domaine du web, PHP, le cloud, etc. Donc, si vous voulez un contact, vous l'avez ici, n'hésitez pas, on ne mord pas. Voilà. Alors, effectivement, comme Loïc l'a si bien dit, il m'a approché, il m'a dit « Ouais, tu veux pas revenir cette année, faut parler de Silus. » Mais moi, je lui ai dit bah, « Oui, mais Silus, désolé, mais j'ai jamais utilisé. » Le seul truc que je connais à propos de Silus, bah, déjà, c'est Lukáš, que j'ai rencontré il y a maintenant, ça fait un moment maintenant. Ça va faire quasiment 10 ans, je pense, un peu moins que ça. Je l'ai croisé sur l'île quand je montais à une conférence et il me parlait de Silus. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de niche, quoi. C'est basé sur Symfony, donc ça me parle. C'est du PHP, ça me parle aussi. Et ensuite, je sais que c'est utilisé pour faire des sites e-commerce. Quelques années après, on s'est recroisé avec Lukáš et on a travaillé ensemble à implémenter API Platform dans Silus. En gros, ils avaient des besoins, ils savaient qu'une API, ça pouvait être intéressant, ils n'avaient pas envie de réinventer la roue, et du coup, on a essayé de trouver comment faire ça au mieux, parce qu'ils avaient des contraintes que nous, sur API Platform, on n'avait pas. Alors du coup, je disais, Loïc, il m'a approché, et je lui ai dit, bon, bah, je vais essayer de faire quelque chose avec tout ça. Et à ce moment-là, je n'avais absolument aucune idée de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Sauf que de fil en aiguille, j'ai trouvé quelque chose que moi je trouve assez intéressant. Et l'idée, ça va être d'intégrer un résultat en JSON LD, attention, accrochez-vous, à la page produit de Silus. Ne vous inquiétez pas, je vais vous parler de JSON LD un peu plus dans le détail. Il n'y a pas que ça, je voulais aussi apporter les nouveautés de Symfony dans un Silus, et en parlant de nouveautés, aussi en nouveautés de PHP avec FrankenPHP, dont je vais reparler tout de suite. Donc l'idée sur cette présentation, c'est que je vais enrichir le contenu de votre page produit avec ce format JSON LD. Je vais mettre FrankenPHP sur du Silus en mode worker, je vais voir ce que ça donne. Idéalement, au tout début, quand j'ai quitté le call avec Loïc, je m'étais dit, bon, je vais faire des benchmarks, je vais faire pas mal de choses. Vous allez voir, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je voulais faire un déploiement en production sur un conteneur Azure. Je n'ai jamais utilisé Azure avant. Et je voulais booster l'API de Silus avec les nouveaux composants de Symfony qui viennent de sortir, dont je vais vous reparler un petit peu après. Donc voici pour le programme. Avant toute chose, il faut que je fasse un petit récap de ça. RDF, JSON LD. Alors, RDF, déjà, est-ce que ça parle à quelqu'un ici? Il y a 2 personnes. Ok, ça c'est pas bon. JSON LD? Ah, un peu plus. Donc, il faut savoir que JSON LD, c'est juste un format de représentation des données RDF. RDF, c'est quoi? C'est en gros une stratégie pour décrire du contenu sur Internet. Ce que ça fait, c'est que ça prend des triples sujet, prédicat, objet. Donc par exemple, Bob est intéressé par la Mona Lisa. Voilà, vous avez sujet, prédicat, objet. La Mona Lisa, elle a été créée par Léonard de Vinci. Et en fait, ces triples sur Internet sont très très utiles parce qu'ils permettent de lier toutes les données entre elles. En fait, c'est un peu sur Wikipédia, quand vous allez de lien en lien, vous suivez en fait vos triples. Et pourquoi c'est bien ça? C'est bien parce que les moteurs de recherche, Google, Amazon, etc., se sont mis à utiliser ce format de description de données pour enrichir les contenus. Alors, à quoi ça ressemble? Nous, RDF, c'est compliqué à lire. Si je vous présente des formats comme tuples, etc., personne n'en a envie. Sauf que, il y a quelques années maintenant, ils ont créé un format en JSON, qu'ils appellent le JSON LD pour Linked Data, qui va permettre de représenter ces triples dans un format que nous, on arrive plutôt bien à lire, et ça tombe bien, les machines aussi.
Et du coup, grâce à ça, Google va enrichir le contenu. Donc quand vous voyez dans vos résultats Google une note avec des reviews, un prix, etc., et bien en fait, dans la page web, si vous allez regarder, et je vous garantis que c'est le cas tout le temps, vous avez en fait un script avec ce type-là, qui est application LD plus JSON. Et dedans, on met un JSON vraiment à un format un peu spécifique. Alors là, je fais des raccourcis, hein, mais c'est assez important de le comprendre, c'est que la description des données qu'on va avoir ici, le produit, il ne vient pas de nulle part. En fait, il vient d'un vocabulaire qu'on appelle le vocabulaire schema.org. Alors, on nous pose souvent la question, est-ce qu'il existe d'autres vocabulaires de données? La réponse est non. Mais du coup, ils se sont tous mis d'accord pour utiliser le même, ce qui tombe bien. Ces données structurées, en gros, sur schema.org, si vous allez regarder, le produit, on dit qu'il a un nom. Et du coup, le produit, le nom du produit, il a un espèce de code. Et son code, c'est une URL, schema.org/name. Et vous avez ça pour plein de choses. L'idée, c'est que vous allez voir, on a des espèces d'arrobas dans les JSON LD qui vont permettre de contextualiser nos données et du coup, grâce à ça, de le spécifier que en fait, le champ blablabla de mon produit, eh ben, en fait, c'est le nom du produit. Et le champ note agrégée, c'est ce champ-là, etc. Comme ça, Google va pouvoir analyser nos données et enrichir notre contenu. Alors maintenant, moi j'ai un problème, c'est que je suis sur Silius, j'ouvre la page produit et je n'ai pas de JSON LD. Donc je me dis, mince, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien ça tombe bien, il y a l'API. API Platform supporte JSON LD par défaut. En gros, c'est vraiment le format qu'on a voulu mettre en avant dès le départ. Et vu que c'est un des standards du web et que nous on s'appuie énormément sur les standards, du coup ça marche plutôt bien. Silius est compatible avec API Platform, parfait. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'activer l'API. Alors je ne sais pas pour quelle raison l'API est active que en mode dev, mais du coup voilà, je suis allé en mode prod, j'avais plus mon API, je me suis dit mince, mais j'ai trouvé ça assez rapidement. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ça va être juste cette route-là, V2 Shop Product Code. Quand vous êtes un peu lent, vous ne pouvez pas lire, mais je vous garantis, elle est présente. Maintenant que j'ai trouvé mon API, je vais ouvrir le résultat du produit sur mon API. Et je vais prendre ce qui me sort et je vais le mettre dans ce site web. Ce site web, c'est une console Google qui va permettre de tester les résultats enrichis. En gros, vous lui donnez votre code HTML ou vous pouvez même lui donner l'URL de votre page. Et puis lui, derrière, il va vous dire, bah voilà, j'ai trouvé un extrait de produit, j'ai trouvé des avis, etc. Mais ils ne sont pas trop valides. Alors, il existe plusieurs validateurs de ce type. Je ne vais pas trop détailler, mais quelque chose qui est important de savoir, ça ne veut rien dire, c'est pas français, mais c'est que tout ce qui est des contextes et des références que vous faites entre les éléments en JSON LD, normalement, les moteurs de recherche, ils doivent déréférencer. Déréférencer, ça veut dire que quand ils voient une URL dans un arrobas quelque chose, ils doivent ouvrir cette URL et ensuite prendre ces données-là et les agréger aussi à votre contenu. En gros, c'est comme ça que JSON LD a été créé, c'est que vous pouvez référencer plein de choses un peu partout. Là, en l'occurrence, ici, j'ai mis schema.org dans mon arrobas contexte pour vérifier que Google croit bien que je suis sur schema.org. Les outils ne déréférencent pas. Pour quelle raison? C'est que dans les navigateurs, vous avez des règles de sécurité et du coup, ils ne peuvent pas ouvrir des liens comme ça, comme ils veulent. Donc du coup, c'est un peu compliqué à tester. Mais si vous remplacez ici schema.org, vous aurez l'information véridique. API Platform, bien entendu, il met les bons liens aux bons endroits. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit, ça marche. Alors, mon problème avec la page produit de Silius, en tout cas le résultat de l'API, c'est que c'est pas trop conforme et qu'il manque des choses. Et ça, dans API Platform, moi je sais que c'est très facile à rajouter. Je sais qu'il faut que je dise à cette page produit ou à ce résultat d'API qu'elle hérite de schema.org/product parce que c'est le vocabulaire que je veux utiliser pour enrichir mon contenu. J'ai vu qu'il y avait un champ qui s'appelle average rating. Sauf que celui-là, il n'est pas sur schema.org. Donc j'ai besoin de le transformer en aggregate rating qui lui est spécifié par schema.org et qui va être lu par Google. Et il faudra bien entendu que je crée une nouvelle ressource parce que cet agrégat de notes, donc là vous avez compris, j'essaie d'avoir les petites étoiles sur mon résultat Google.
Et ben, en fait, c'est aussi un objet un peu plus complexe. Et pour faire ça, il faut qu'on modifie l'API de Silius. Et là, bon, voilà, je suis comme ça, comme ce monsieur-là. Je ne sais pas du tout par où commencer. Donc maintenant, c'est bon, on est en 2025, ChatGPT, comment je fais? Bon, j'ai abandonné vite, je ne l'ai même pas laissé répondre, je suis allé voir la doc. Et alors, je vous mens, hein, parce que j'en avais discuté avec Lukáš, et je savais très bien qu'on pouvait écraser les ressources d'API définies sur Silius en XML. Je suis un peu allergique au XML, en plus je ne suis pas hyper fan de la manière dont c'est fait, donc je mets cette option de côté. Utiliser des groupes de serialisation, ça permettrait d'enrichir le contenu, mais ça ne va pas m'aider à enrichir vraiment la ressource d'API en tant que telle. Et on pourrait utiliser ce qu'on appelle un normalizer dans Symfony, donc ça va permettre de changer comment la donnée est rendue en JSON. Mais là, pareil, en fait, l'API Platform, il va faire des liens entre plein de contextes, etc. Et ça, si on voulait le faire, on aurait beaucoup trop de travail. Et ça tombe bien, parce que il existe quelque chose d'autre, enfin ça n'existe pas encore, mais ça existera en septembre, qui s'appelle les Resource Mutators. Alors je vous dirai juste après qui l'a fait, parce que c'est pas moi. Ce qui est sympa, c'est que ça, donc ce sera disponible sur tous les API plateformes, hein, que ce soit dans Silius ou pas. En gros, vous faites un petit fichier, vous lui mettez as resource mutator, vous lui dites quelle classe vous voulez modifier, et ça va vous permettre d'enrichir vraiment la notion de ressources. Donc là, peu importe ce que vous avez comme classe derrière, ça peut être un produit, une entité, n'importe quoi, nous, on va pouvoir enrichir vraiment son contexte au niveau d'API Platform. Et ici, vous voyez qu'on ajoute withTypes schema.org/product. Le type ici, c'est pas un type PHP, hein. C'est vraiment un type au sens RDF parce que API Platform est centré sur RDF. JSON-LD, les formats enrichis, etc. Alors, merci beaucoup à Loïc Frémont qui il a fait une contribution récemment qui est un peu liée à ça. Et après, il a eu cette idée-là, donc on a travaillé un peu ensemble pour avoir ce résultat. Je trouve ça vraiment chouette, même sur API Platform, ça va être bien sympa pour modifier ses ressources. Ça évite de faire ce qu'on appelle des metadata factory qui sont un peu compliqués à mettre en place. Et on rendra ça disponible aussi sur des opérations, donc avec des outils qui vous permettront vraiment d'écraser toutes les opérations, etc. Pas rentrer trop dans le détail, mais merci à lui en tout cas. Sûrement un travail qu'on continuera cet après-midi, s'il est dispo, parce qu'il travaille lui. Alors, ça c'est fait. Maintenant que j'ai enrichi mon type, quand je vais ouvrir le JSON LD de mon API sur produit, je vais avoir le bon type schema.org/product. En tout cas, Google devrait savoir le trouver. Ce qui me manque, c'est cette notion dont je vous ai parlé de aggregate rating. Alors, je me mélange toujours les pinceaux average, aggregate. Je crois que j'ai pas fait de faute ici. Première chose, c'est que cette propriété-là, j'en veux pas. La average rating, en fait, elle est fausse en termes RDF. Du coup, je vais juste rajouter ce petit attribut ignore de Symfony sur mon produit. Comme ça, on n'en parle plus. Deuxième chose, c'est qu'il faut que je rajoute des propriétés. Et là, ce que je vais faire, vous avez probablement jamais vu ça, mais je vais faire des genres de propriétés un peu virtuelles qui ne sont pas liées vraiment à la base de données de Silius ou quoi que ce soit. Et je vais lui dire, j'ai un aggregate rating, c'est ce schéma-là, enfin sur schéma.org, c'est spécifié à tel endroit, et je vais avoir une petite fonction qui renvoie un nouvel objet aggregate rating avec les bonnes données. Les bonnes données, c'est-à-dire la moyenne et le nombre de reviews qu'il y a eu. Une fois que j'ai fait ça, je peux ouvrir mon... Alors, ah oui, vous allez rien voir. Faites-moi confiance, il y a les bonnes infos. Non, en gros, ça, c'est le contexte d'un produit sur l'API. En fait, l'API vous donne non seulement le produit, mais vous donne aussi le contexte lié à ce produit. Et là, ici, quand on ouvre le contexte, on voit bien que je retrouve mes schema.org que j'ai spécifié juste avant. Donc, pardon. C'est-à-dire le name, je lui ai dit schema.org/name. La propriété peut s'appeler autrement, hein. C'est juste que c'est assez important parce que schema.org name, par exemple, Google l'utilise partout, Amazon aussi. Là, pareil, vous n'allez rien voir, mais du coup, sur le résultat d'un produit, je vais avoir maintenant le bon objet avec le bon type qui est référencé dans schema.org et les bonnes données. Alors d'ailleurs, c'était marrant de voir qu'il n'aime pas du tout quand il y a une valeur d'une note qui est 0.
il faut qu'il y ait une note. Sinon, en fait, vaut mieux pas mettre le champ. Je pense que ça va avoir une influence négative sur vos résultats de recherche. Cette notion d'aggregate rating, je vous la montre assez rapidement. J'ai créé une classe et là, ce qui est important, c'est que je lui déclare que c'est une ressource d'API. Mais pour autant, je ne veux pas qu'on puisse accéder à cette ressource. Du coup, je vais juste lui donner qu'elle n'a aucune opération. Et ça, API Platform, c'est très bien faire. Et en fait, ça va vous donner une ressource au sens un peu métadonnée. Là, pareil, vous n'allez rien voir. Je ferai en blanc la prochaine fois. Alors, maintenant, je suis tout content. Hein. Mon API, elle a plutôt fonctionné. Bon, ça, c'était facile, je connais bien. Et il s'agit d'enrichir la page produit de Silus avec ces données-là. J'ai un peu cherché, pas la peine de demander à ChatGPT et consorts parce qu'en fait ils sont en retard sur les versions et du coup vous allez aller beaucoup plus vite à aller chercher directement dans le code. D'ailleurs, petite recommandation à tous les développeurs, ouvrez les codes de vos vendors et regardez comment c'est fait. En faisant ça, je suis tombé sur des twig hooks. Alors ça c'est assez pratique. En gros dans Silus, vous avez tout un tas d'endroits où vous pouvez vous brancher sur la page et vous lui dites bah, à tel endroit je veux ajouter ce template. Voilà, j'étais super content parce que je déteste Twig. Enfin, voilà. Et du coup, là, j'avais pas besoin d'en faire trop. C'était bien pratique. Deuxième chose, c'est que je dois créer mon template. Alors là, c'était un peu plus compliqué de trouver où était mon produit. La variable qui contient mes données, quoi. Mais je l'ai trouvé à coup de grep dans le code Silus. Grep, donc je fais une recherche. Et là, je vais vraiment pas me prendre la tête. J'écris un script type application LD plus JSON et je lui donne en source, vous voyez, j'ai mis API V2 shop product et j'ai mis le product code. Et en fait, je sais que cette URL, si je l'ouvre, j'ai ma fiche produit au format JSON LD. Et ça, Google sait très bien faire. Alors maintenant, si vous essayez de mettre ça sur un outil qui teste vos résultats, il va dire qu'il ne trouve rien. Parce qu'ils ne sont pas capables de déréférencer. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez tester, vous prenez le résultat, vous enlevez la source là, et vous le mettez directement dans le script. Vous pouvez faire une extension Twig qui vient faire un fetch et tout. Bon, ça va être un peu gros, enfin, ça va faire un peu de performance pour rien. Mais voilà, sachez que c'est possible de tester comme ça. En tout cas, d'après mes recherches, Google lit les scripts type application LD plus JSON, Bing aussi, etc. Ok, je teste et dans la page web, tout en bas, je retrouve mon petit script application LD plus JSON. Il faut savoir que les navigateurs web chargent du JSON, enfin ils ne chargent pas du JSON. Voilà, ils chargent du JavaScript, mais en général, quand ils ne connaissent pas le content type, ils ne le chargent pas. Alors, revenons au deuxième sujet dont... Ça va, tout le monde? Ouais, je vous ai un peu perdu avec RDF, là? Non? Bon, voilà. Sachez que c'est bien pour vos moteurs de recherche. Maintenant, je vais vous parler du deuxième penchant de cette conférence, qui sont les performances. Alors, on a annoncé dimanche dernier, enfin lors de la PHPverse, donc c'était une petite conférence autour de PHP, que FrankenPHP est maintenant officiellement supporté par la PHP Foundation. Ça veut dire que maintenant, c'est plus GitHub Dinglass FrankenPHP, c'est GitHub PHP FrankenPHP. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que maintenant, FrankenPHP, ça va être la référence pour héberger et servir du PHP sur vos pages web. Alors, qui n'a jamais entendu parler de ça, s'il vous plaît? Oh, cool. Du coup, FrankenPHP, c'est un serveur web, mais qui embarque PHP directement. Ce qui est vachement bien avec ça, et d'ailleurs, j'en ai fait les frais, c'est que je vous ai dit tout au départ que je voulais m'amuser à déployer une version de production de Silus. Et grâce à FrankenPHP, j'ai un seul conteneur qui embarque toute mon application. Et en fait, ça m'a pris 5 minutes de le déployer sur le cloud. Il y a 3-4 ans, quand ça n'existait pas encore, vous aviez toujours un serveur HTTP, un serveur PHP à déployer. Et du coup, vous avez 2 conteneurs à déployer, il faut qu'ils partagent le même volume, etc. Pourquoi j'ai pas fait de benchmark aujourd'hui? J'ai pas réussi à déployer mon deuxième conteneur pour faire des comparaisons. Pour l'instant. Sur le blog de Silus, en 2024, ils ont publié des chiffres que moi j'aimerais bien refaire ces tests-là justement sur le cloud.
parce que je pense qu'il y a eu encore des améliorations de performance. Mais vous voyez, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ils ont comparé les coûts et le nombre d'instances requises pour un même site. Et du coup, ils sont passés de 7 instances avec une stack PHP standard à une seule instance avec du FrankenPHP. Alors pourquoi ils ont des aussi bonnes performances avec FrankenPHP? C'est qu'on a un mode worker. En gros, on va lancer PHP, il va charger tous les fichiers, les services Symfony et tout le bazar, mettre tout en mémoire. Et ensuite, à chaque requête, vous allez juste exécuter le cœur de l'application et vous n'allez pas tout recharger. Et du coup, ça, obligatoirement, ça fait un gain de performance non négligeable. En worker mode, d'ailleurs, on a des benchmarks qui ont été faits sur Laravel Octane. Et alors là, il l'a testé, Nuno, il a testé ça sur son MacBook à lui. Attention, avec les benchmarks qui sont faits sur des laptops, vous n'êtes jamais à l'abri qu'il y ait des interférences, des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, préférez faire ça dans le cloud. En tout cas, il a eu des très bonnes améliorations sur un code Laravel. Est-ce qu'on peut lire quelque chose ici? Oui, FrankenPHP 88, VS... Ah oui, il a testé les autres systèmes qui faisaient déjà des modes worker à l'époque. Et vous voyez que FrankenPHP dépasse un peu ça. Alors, comment on utilise FrankenPHP avec Silus? Eh bien, première étape, c'est d'ajouter ce runtime FrankenPHP Symfony. Ça va être un peu un module qui va faire ce que je viens de vous dire, qui va garder tout en mémoire et exécuter que ce qu'il faut au bon moment. Alors ça, il faut savoir que dans les prochaines versions de Symfony, vous n'aurez même plus besoin de le mettre, je pense, parce que on a Alexandre Debois qui a contribué sur Symfony et qui l'a mis par défaut. Deuxième étape, et ça, moi je pense que c'est ce qui va vous apporter le plus aujourd'hui, c'est d'utiliser Docker. Et vous voyez, il y a 10 lignes, quoi. Et vous n'avez plus besoin de configuration Nginx, de PHP-FM, de tout ce bazar. L'idée, c'est qu'on peut installer des extensions PHP si on a besoin. Là, j'ai mis tout ce dont a besoin Silus. Vous pouvez récupérer, et je vous le conseille, le PHP ini production qui est fourni dans l'image de FrankenPHP. Donc comme ça, vous avez déjà les valeurs par défaut qu'on préconise. On peut rajouter des petits tweaks dans ce dossier-là. N'écrivez pas vos instructions PHP ini dans le fichier PHP ini. Préférez le dossier conf.d. C'est fait pour, dedans vous mettez tout ce que vous voulez et on va le lire. Et ensuite, deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est ces variables d'environnement. En gros, dans l'image FrankenPHP, vous avez des variables d'environnement pour tout configurer. Donc du coup, vous n'avez pas besoin de rajouter de fichier de configuration qui peut être un peu long et un peu source d'erreur. En gros, vous pouvez tout spécifier avec des variables d'environnement. Là, typiquement, je lui ai dit que mon worker était là. Ça, vous trouvez dans la doc assez facilement. Alors, des petits tips. Je vous conseille, alors on a vérifié hier, normalement Symfony fait ça par défaut, de mettre les logs sur dev stdr. Je vous conseille quand même cette configuration. Surtout en mode conteneur, dans les clouds, etc. Vous avez besoin, c'est très recommandé d'écrire vos logs à cet endroit-là, parce que les agrégats de logs, en fait, vont lire des sorties standards de Linux. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Vous avez un mode watch dans FrankenPHP. Alors, oui, vu qu'en mode worker, on lance votre application et qu'ensuite elle tourne un peu à l'infini, c'est comme si vous aviez une boucle infinie, si vous avez déjà travaillé avec Node.js, etc. Vous voyez, il faut arrêter le serveur, le relancer, etc. Et du coup, si vous changez quelque chose dans le PHP en mode worker, vous allez jamais avoir votre changement à moins de redémarrer le serveur. Et du coup, pour faire ça, ils ont rajouté un mode watch récemment. Donc, vous pouvez surveiller les sources et ils relancent automatiquement dès qu'il y a un changement. Voilà, qu'est-ce que je veux dire de plus? C'est tout. En plus de ça, FrankenPHP, il a des fonctionnalités vraiment chouettes. Il embarque Mercure, donc ça c'est un protocole de temps réel, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Il vous permet de faire des 103 early hints. Alors ça c'est quelque chose qui n'était pas possible en PHP avant. C'est simple, c'était pas possible. Il y a une issue sur PHP où il y a une discussion entre Kevin et Nikita qui dit on est bloqué parce que FastCGI ne peut pas supporter d'envoyer plusieurs en-têtes. Il faut peut-être que je commence par là. En gros, les codes 103 en HTTP,
vous allez pouvoir envoyer plusieurs réponses HTTP dans une même réponse HTTP. Et du coup, vous allez pouvoir précharger des choses. On l'utilise beaucoup pour précharger des images, du contenu statique, etc. On pourrait imaginer précharger de la donnée. Et du coup, ça, c'est rendu possible par Franken parce que Go le permet. Franken est écrit en Go et embarque PHP, donc tout est au même endroit, donc c'est possible. Il y a moyen de compiler des PHP, donc de compiler des applications PHP dans un binaire. Donc voilà, ça peut être marrant aussi. Je n'ai pas encore trouvé trop de cas d'usage. À moins que vous voulez donner votre application à quelqu'un, mais vous ne voulez pas qu'il lise les sources, par exemple. Ça peut être une solution. Et récemment, ils ont sorti des extensions PHP en Go. Donc, il faut savoir qu'écrire une extension PHP, ça demande pas mal de skills en C, etc. C'est un peu compliqué. Et du coup, ils ont simplifié ça avec des genres de boilerplate, des espèces de templates pour faire des extensions et appeler des fonctions système en Go, des fonctions C, parce que Go est compatible avec beaucoup de langages. Voilà. Alors, performance, je voulais aussi vous parler d'un nouveau composant Symfony qui s'appelle le composant JSON Streamer. Ce composant-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être dédié à la serialisation du JSON et il va faire du streaming. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous appelez votre API sur Silus, en gros, on a Symfony qui a un mécanisme de serialisation qui transforme votre donnée en JSON, et une fois que c'est fait, il l'envoie au client. Le problème de ça, c'est que déjà, c'est lent. Si vous regardez un petit peu, la plupart de vos performances, quand vous utilisez API Platform, par exemple, le temps passé est important à cet endroit-là. Donc, à l'endroit de la serialisation, parce qu'il doit tout parcourir, c'est un peu long. L'idée de ce composant JSON Streamer, c'est qu'on va prendre votre objet, on va dire, OK, en fait, ça, c'est la façade de cet objet, et on va écrire du code qui va écrire du JSON par rapport à votre objet. Par exemple, si vous avez un nom de produit, en fait, vous allez avoir un espèce de template qui va écrire, ouvrez les guillemets, produit flash name, fermez les guillemets, 2 points, etc. Et en fait, ça va nous permettre d'écrire du JSON très rapidement au client. On a fait des petits tests de performance. Là, ici, c'est la vitesse. Donc, plus c'est haut, plus ça va vite. À gauche, vous avez un FrankenPHP avec la méthode serialize standard. Et à droite, vous avez le streaming. Donc, on voit qu'on va à peu près 2 fois plus vite en transmission de données. Deuxième chose qui est assez importante pour les API, notamment, c'est le time to first byte. Donc ça, si vous avez fait un petit peu de web, vous voyez à peu près ce que c'est. C'est le temps qu'on va mettre avant d'avoir la première donnée du serveur. Et ça, c'est chouette parce qu'on a une impression de latence moins importante en tant qu'humain. Et ici, on peut voir qu'on gagne aussi 3 fois quasiment plus sur ce time to first byte. Et c'est normal parce qu'on ne va pas attendre que tout soit transformé en JSON avant d'envoyer la réponse. On va l'envoyer au premier caractère. Et ça va permettre aussi d'avoir des performances très intéressantes. Pour vous donner une visualisation de ce dont je parle avec la serialisation, j'ai fait des tests avec Blackfire et on voit qu'on a à peu près 4,7 secondes de moins qui sont passées à cet endroit-là. À savoir que forcément, ça passe du temps ailleurs, mais au global, on a des très bonnes performances. Alors, la compatibilité avec API Platform, on a un prototype qui marche. Deuxième chose, c'est que j'ai essayé de le mettre dans Silus avant cette conférence et j'ai eu une grosse erreur. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que, vu comment ça fonctionne, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec les mécanismes d'entité doctrine qui sont utilisés par Silus notamment, où il va falloir vraiment que votre façade d'API soit une classe très basique. Du genre, comme ça. Vous avez une classe, des propriétés publiques, et ça, il sait très bien faire le JSON Streamer. Et ça tombe bien, parce que si vous lisez la documentation d'API Platform, vous avez une partie qui s'appelle General Design Consideration, où on vous recommande cette approche-là quand il s'agit de designer des ressources d'API. Pourquoi on vous recommande ça? Parce que c'est, en fait, vous dissociez ce que vous voyez sur l'API de votre donnée dans la base de données.
Faire le lien, c'est facile, ça va vite, c'est très pratique pour faire du développement rapide. Par contre, dès que vous allez vouloir faire des choses spécifiques, du type faire du RDF, etc., ça va être beaucoup plus simple d'avoir vraiment votre façade que vous voulez présenter au client d'API plutôt que une entité avec plein de trucs dont on n'a pas vraiment besoin. Dans API Platform, il y a une option, ici State Options, qui vous permet de lier, par exemple, une entité doctrine à votre classe de ressources. Donc du coup, il va faire toute la magie d'aller rechercher quand même la donnée au bon endroit pour vous, et ensuite de venir remplir name dans name, aggregate rating à. Aggregate rating, on ne l'a pas dans la base de données, on n'a que average rating. Donc du coup, là, on a un problème. Et pour solutionner ce problème, on a un nouveau composant dans Symfony qui s'appelle l'Object Mapper. Donc ça, c'est moi qui ai réussi à le faire merger. C'est des échanges de pas mal d'années pour essayer de trouver un terrain d'entente avec la core team. En tout cas, ce qui est pratique avec ça, c'est que si on avait le mapping à faire à la main, on aurait pas mal de code à écrire. Là, dans l'idée, on pourrait écrire map, un attribut map, une transformation et lui dire bah tiens, en fait, dans mon entité, tu vas récupérer average rating et tu vas compter les reviews et tu vas me mettre ça là-dedans. Ah, d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas une string ici. Alors là, vous voyez que j'ai fait de la magie noire en PHP. Ça, ce sera disponible que si la RFC là, elle est acceptée. C'est une RFC qui permet de mettre des fonctions dans les attributs. Bon. En attendant, ça marche avec des services, ce genre de choses. Je vous invite à lire la documentation pour savoir comment ça marche. Alors, revenons à Silus et sa compatibilité. Il me reste combien de temps ? 3 minutes. En gros, pour cette conférence, j'étais un peu déçu de moi-même, enfin je ne sais pas trop comment le dire, mais je voulais faire des benchmarks avec FrontEnd-PHP, j'ai pas réussi. Je voulais mettre JSON Streamer sur Silus, j'ai pas réussi. Et par contre, j'ai réussi à mettre Silus en production avec FrontEnd-PHP. Ça, j'étais content. Du coup, je pense que, enfin moi cet après-midi, j'aimerais bien travailler sur, avancer sur ces sujets-là. Je suis pas loin de réussir à faire mes benchmarks. Je suis pas loin à mettre ce JSON Streamer. Donc voilà, mais vu que je connais pas mal de choses aussi et que je suis là pour aussi vous aider à contribuer à ce genre de choses, n'hésitez pas à venir échanger avec moi si vous voulez que je vous aide à faire quoi que ce soit en PHP si possible. JavaScript je connais aussi, mais j'en ai trop fait. On organise la API PlatformCon en septembre. Donc c'est une conférence où on va parler de tout ce qui tourne autour des API. C'est pas que API Platform, c'est vraiment centré sur les API. Il y aura du Silus, il y aura du API, il y aura du Laravel, il y aura de tout ça. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. C'est par contre dans le Nord, c'est pas le même temps qu'ici. Merci beaucoup pour votre attention. Voici mes contacts, mes liens. Et puis voilà, bonne conférence.